côté. Là. Ah, Hop, là, ça c'est part, revenu. là. OK. Hop, attendez un petit peu. Moi, je ne vous vois plus, par exemple. Moi, je vois l'enregistrement. Je ne sais pas pendant combien de temps que ça l'a arrêté, par exemple. Ben, Je- non, je- c'était peut-être pas que- arrêté. C'était pas arrêté, mais là, est-ce que ça fonctionne? Moi, je Oh, oui. vois, on voit l'indicateur. là. Parce que moi, là, OK. je ne sais pas ce qui se passe, mais ça n'a pas. Ça part arrêter, correct. OK. Alors, il se peut qu'au point 6.7, notre enregistrement ait fait défaut. Je relis la dernière phase par rapport à. Moi, je par rapport ne à la vie de vois plus mon motion. enregistrement. Pardon? OK, c'est bon, parfait. Continue, OK. là, je viens de le revoir. Par rapport au règlement 369-2022 concernant la tarification des services municipaux, alors on disait, conformément à l'article 445 du Code municipal, la directrice générale des greffiers trésorières mentionne que le règlement a pour objet d'ajouter des frais pour les documents numériques. Et j'ai demandé quelqu'un pour faire l'avis de motion. Qui a répondu à mon appel? Ah, je peux y aller, moi. OK, Steve. M. Courchaine, merci. On est rendu au point 6.8, achat d'une enseigne numérique. Considérant que la municipalité a reçu une subvention relative à la COVID-19 pour 2020-2021, considérant que l'achat d'une enseigne numérique renseignant les citoyens sur la COVID-19 est admissible à cette subvention, que la soumission d'enseigne Perfection soit retenue au montant de 20 225 plus taxes pour l'achat d'une enseigne numérique une face. Ce prix n'inclut pas la base de béton. Cette enseigne sera installée sur le terrain de la municipalité. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Je vais te proposer. Alors, c'est proposé par Christian. Est-ce que j'ai des objections? Non. Merci. En 7, travaux publics. En 8, en 7, il n'y a rien. En 8, sécurité publique, il n'y a rien non plus. En 8.1, nomination d'un coordonnateur des mesures d'urgence. Sur proposition de, il est résolu à l'unanimité que Mme Sylvie Vien soit nommée coordonnateur des mesures d'urgence à Saint-Edmond-de-Grande-Dame. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Marie-Claude. Marie-Claude Durand, merci. Je n'ai pas d'objection. Non. Merci. En 9, hygiène du milieu, il n'y a rien. Ben, 9-1, là. OK. En 9, 9-2. hygiène du... OK, oh, excusez. En 9, hygiène du milieu, alors on va passer à 9.1. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de bacs pour la collecte des matières résiduelles. Je vais la lire parce que je pense que c'est important d'informer nos citoyens de ce qui se passe là-dessus. Attendu que la municipalité de Saint-Edmond-de-Grande-Dame a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de bacs roulants pour la collecte des matières résiduelles pour l'année 2022. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité ou une régie municipale ou MRC de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règlements d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les bacs roulants dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins. Attendu que la municipalité désire joindre le contrat en cours jusqu'à son échéance fixée au 31 décembre 2022, que le préambule fasse partie intégrante des présentes, comme si récité au long, que la municipalité de Saint-Edmond-de-Grande-Dame
joint le regroupement d'achat de l'UMQ et le contrat en cours jusqu'au 31 décembre 2022 pour assurer son approvisionnement, les bacs roulants nécessaires à nos activités, que la municipalité s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés la fiche technique d'inscription qui vise à connaître la quantité annuelle estimée des divers bacs dont elle prévoit avoir besoin, que considérant que l'UMQ a déjà émis les contrats avec divers fournisseurs adjudicateurs, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, à procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits selon quantité minimale déterminée et autres conditions contractuelles, que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe et chacun des participants, ce pourcentage est fixé à 2 qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Attendez. C'est tout. Excusez. OK. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour ce point. Qui propose? Proposé. M. Corriveau, Robert Corriveau. Est-ce qu'il y a des objections? Non. Non. Tout est beau. Alors, on continue. On va au point 9.2, compost, transport et collecte, RGMR Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-François, excusez. Considérant que Ça fait loin, Bas-Saint-Laurent un peu. Là, ça va nous coûter cher de gaz. Considérant que la municipalité de Saint-Edmond de Grantham offrira la collecte organique en 2022, considérant qu'il y a lieu de modifier le contrat à intervenir pour le transport et la collecte du compost, considérant que le calendrier des collectes sera également modifié en enlevant des collectes de déchets et en y incorporant des collectes de compost, que le Conseil approuve le calendrier présenté par RGMR Bas-Saint-François pour les 3 collectes, que la facture au coût de 9 932 $ représente ces changements soit approuvée. J'ai besoin d'une proposition. Marc-Claude. Marie-Claude Durand, merci. Est-ce qu'il y a des objections? Non. Pas d'objection, merci. En 10, aménagement et urbanisme. 10.1, comité consultatif d'urbanisme, nomination. Alors, considérant qu'il revient aux membres du Conseil de procéder à la nomination des membres du Conseil consultatif d'urbanisme, considérant qu'il y a 2 postes vacants au sein du comité, considérant qu'il y a 3 postes qui doivent être reconduits, il est résolu à l'unanimité de nommer sur le comité consultatif d'urbanisme les membres suivants pour une période de 24 mois. Membres résidents, Mme France Bergeron, représentant du milieu agricole. Membre du conseil, M. Christian Lupien, siégeant sur le comité de voirie. Et de nommer sur le comité consultatif d'urbanisme les membres suivants pour une période de 12 mois. Membre résident, M. Mario Turcotte, représentant du milieu villégiature et rural. M. Didier Tad, représentant le milieu communautaire. Membre du conseil, M. Steve Courchaine, siégeant sur le comité de patrimoine. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Pourquoi que ces 12 mois, il y en a de 24 mois, c'est que je me suis aperçue que tout le monde était aux 24 mois dans la même année. Puis c'est pas recommandé parce que pour que tout le monde s'en aille en même temps s'il y avait un problème. Donc, c'est pour ça que là, j'ai nommé les 3 dernières personnes 1 an. Dans 1 an, ils pourront renouveler pour 2 ans pour faire comme une rotation. OK. Merci, Mme Vien, de l'explication. J'ai besoin d'un proposeur. Pas de proposer. Monsieur Christian? Yeah. OK. Il n'y a pas d'objection? Non. Merci beaucoup. Alors, 10.2. OK, 10.1. OK, je suis rendu à 10.2. Demande à la MRC îlots déstructurés. Attendu que les îlots déstructurés reconnus sont en vigueur depuis 2010,
Attendu que de nombreux propriétaires à proximité d'îlots déstructurés souhaitent obtenir le droit de construire une résidence sur leur terrain, attendu qu'il y a peu de terrain d'une superficie suffisante pour accueillir une construction dans les îlots déstructurés de la municipalité de Saint-Edmond-de-Grande-Dame, attendu que la MRC peut déposer une nouvelle demande portant sur le deuxième point, soit sur des îlots d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, attendu que de nombreux propriétaires de terres boisées souhaitent construire une résidence sur leur propriété, attendu que plusieurs terres boisées à proximité des îlots déstructurés n'ont pas une superficie suffisante pour y pratiquer l'agriculture, attendu que la municipalité reçoit beaucoup de demandes pour la construction de résidences unifamiliales en zone agricole, attendu que cette demande aurait pour but de permettre la construction de résidences unifamiliales en zone verte sous certaines conditions, attendu qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, seule une municipalité régionale de comté ou la communauté métropolitaine de Montréal ou la communauté métropolitaine de Québec peut déposer cette demande à la CPTAQ. Attendu la discussion des membres du Conseil à cet effet, de transmettre une résolution à la MRC de Drummond afin que cette dernière entame des démarches afin de déposer à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec une demande à portée collective portant sur la deuxième phase des îlots déstructurés, soit permettre la construction résidentielle sur des lots d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole située dans des secteurs identifiés au schéma d'aménagement et de développement révisé ou à un projet de modification ou de révision d'un tel schéma. Je crois qu'on a eu, de la part de la MRC, un peu l'image de ce qu'on avait comme îlot déstructuré qui pourrait être identifié. Je ne me trompe pas, Sylvie? Exactement, oui. OK. Alors, c'est sur cette base-là et c'est sur, dans le fond, ces plans-là, ces dessins-là que la MRC nous a donnés qu'on dépose cette demande-là. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Qui veut proposer? Je peux le proposer, moi, Steve. Monsieur Courchaine, merci. Est-ce qu'il y a des objections? Non. Merci beaucoup. On passe au point 11, loisirs et culture. Alors, en 11.1, c'est un dépôt. On vous dépose le bilan du comité des organisateurs bénévoles de la fête de Noël. Fête qui, évidemment, a été un succès et j'en profite en même temps, encore une fois, pour remercier tous les gens de Saint-Edmond qui ont mis l'épaule à la roue pour faire en sorte que cette fête de Noël pour nos enfants de Saint-Edmond a été un grand succès et fort apprécié des gens puisque, bon, je pense que la participation a été si je ne me trompe pas, une quarantaine de familles puis peut-être environ 82 jeunes. Et un comité organisateur qui est sorti de cette expérience-là tout à fait satisfait et content. Le dépôt du bilan de la fête de Noël par le comité des organisateurs, on parle des recettes de... 6 000, c'était inversé. OK, ouais, c'est ça que tu m'avais dit, il y avait une petite erreur dans le... OK. On parle de recettes de 6 402 $. On parle de dépenses de 3 897,57 $. Donc, on parle d'un surplus de 2 504 $. Et on mentionne ici que le surplus de ces activités va être réservé afin de financer d'autres activités de loisirs qui sont à venir. Fait que j'ai besoin d'une proposition. Quelqu'un pour proposer? Marc-Claude? Merci beaucoup, Madame Durand. Est-ce qu'il y a des objections? Non. Non. Je pense, Richard, qu'on peut peut-être mentionner que les recettes, dans le fond, c'est surtout grâce à des dons d'entreprises du coin. Là. Je pense que ça peut être bien de le spécifier. Oui, effectivement. Je ne sais pas si quelque part ça va être disponible. Sylvie, un peu le résumé, parce qu'on parlait aussi
il y avait un autre point où on donnait un peu plus d'informations par rapport à ce qui avait été donné en commandite, mais je pense que, si je ne me trompe pas, sur demande, ça peut être disponible. Oui, Mais oui. effectivement, on parle de peut-être, est-ce que quelqu'un peut me corriger si je ne donne pas le bon montant, mais on parle peut-être de quelque chose comme, je vous ai dit, 6 402 de recettes. Et si je ne me trompe pas, la municipalité a donné 2 000 $. Donc, on peut parler de approximativement 4 402 $ en commandite qui ont été fournis par des citoyens, des compagnies, tout ce que vous voulez en frais de commanditaire. Là. Il y a plein de gens qui ont adhéré à cette demande-là que le comité organisateur a faite pour que, encore une fois, nos enfants puissent être heureux à Noël puis reçoivent des beaux cadeaux puis une belle fête. Puis on a eu la chance aussi d'inaugurer notre plateforme ou notre estrade avec une magnifique décoration de sapin de Noël. On a eu un beau Père Noël qui est venu nous faire la job. Fait que on peut Voudriez-vous que la liste des commandites apparaisse sur le site? On pourrait peut-être faire une liste puis les faire apparaître. Oui. C'est pas quelque chose qui est. Malgré que. Ça a été fait dans le journal, le petit journal communautaire, là, le petit journal, Ouais. les saisons de Saint-Edmond, la liste des commentaires, elle avait paru, oui. OK. C'est bon. La seule chose que je voudrais, c'est que si on met la liste des commandites, je ne voudrais pas qu'il y ait de montant qui soit associé aux commanditaires. C'est ma seule demande, là. Mais je pense que dans le journal, tu me dis, Marie-Claude, que ça a été fait. Là, je ne me souviens pas par cœur. Là. OK. Fait qu'ils ont déjà les montants associés. Non, il y avait la liste. Non, il y avait strictement, juste la liste. exactement la même chose qu'on a fait lors de la fête des enfants. Parfait. Mais, regardez, il n'y a pas de problème à ce qu'on la remette sur le site, si jamais, regarde, ça soit. Je pense que de choyer et de dire qu'on a des commanditaires qui ont bien voulu participer à cette activité-là, il n'y a jamais de nombre de fois qui est de trop pour dire aux gens merci. On peut la remettre, même si elle était une fois, 2 fois, je n'ai pas de problème avec ça. OK, parfait. Alors, est-ce que j'ai eu ma personne pour proposer? Oui, c'est moi. Oui, c'est OK, merci. Voyez-vous, quand je parle, j'oublie des choses. Alors, on est rendu au point 11.2. Point qu'on a reporté à la séance du mois de mars, parce que, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on va fort probablement avoir d'autres informations par rapport aux dépenses qui pourraient être engendrées avec ces travaux-là. Et ça risque d'être bénéfique pour la municipalité parce que ça risque de donner des coûts moindres. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on reporte le point 11.2 au mois de mars. On vous en reparlera sous peu. 11.3, 40 jours 2022, programme d'accompagnement de Drummondville. Considérant que la Ville de Drummondville collabore avec des centres communautaires pour mettre en place un programme d'accompagnement pour les jeunes ayant des besoins particuliers fréquentant les 40 jours, considérant que la municipalité de Saint-Edmond-de-Grande-Dame n'a pas les ressources pour accueillir adéquatement les jeunes ayant des besoins particuliers, considérant que les parents de ces jeunes doivent débourser la même tarification qu'un jeune inscrit dans un camp de jour régulier, que le conseil municipal s'engage à payer les frais supplémentaires applicables à l'accueil d'un jeune ayant des besoins particuliers si la situation se présentait. J'ai besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Proposé. Qui a parlé? Christian. Christian, merci beaucoup. Il n'y a pas d'objection à ça? Non. Merci beaucoup. 11.4, 40 jours, été 2022, embauche du personnel. Considérant que la municipalité veut offrir un camp de jour pour l'été 2022 aux jeunes d'âge scolaire primaire, que le conseil municipal mandate la directrice générale à faire les annonces et les entrevues pour l'embauche d'un responsable du camp de jour et des animateurs de camp de jour. J'ai besoin d'un proposeur. Je le propose.
Samuel, merci. Il n'y a pas d'objection. Non. Et en passant, ce que je peux vous dire, c'est bon, le processus d'embauche va de bon train parce que selon moi, avec les candidatures qu'on a reçues actuellement, on devrait être en mesure d'avoir un responsable de 40 jours. Puis on devrait être en mesure d'avoir, je pense, assez d'animateurs pour combler au moins 5 jours de 40 jours par semaine, ce qui n'a pas été le cas l'an dernier, parce que, bon, dû à la COVID, dû à toutes sortes de petits points, je pense qu'on manquait de personnel, tout ça, mais je pense que cette année, on va être grassement récompensé parce qu'on devrait avoir tout notre personnel pour pouvoir donner le service aux citoyens de Saint-Almont. L'année passée, je pense qu'il y a des gens qui avaient comme décidé d'aller ailleurs parce qu'on offrait seulement 4 jours, mais je pense que cette année, on va être en mesure, avec les acquisitions qu'on va faire de personnel, de pouvoir offrir 5 jours à tout le monde pendant la période donnée. Fait que c'est une très bonne nouvelle. J'ai eu mon proposeur, oui? Oui. Oui. OK. À 11.5, commande d'un foyer extérieur à l'école Paul Rousseau. Considérant que les étudiants de l'école Paul Rousseau fabriquent en classe des foyers extérieurs, considérant que seuls les matériaux sont à fournir par la municipalité, recommande qu'une commande soit placée à l'école Paul Rousseau afin que les étudiants fabriquent un foyer extérieur d'une dimension de 36 par 36 pour un montant approximatif de 400 $. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, moi, Steve. Monsieur Courchaine, oui. Je tiens à préciser que le prix est approximatif. Parce Oui. qu'avec le COVID, le prix d'acier peut fluctuer assez impressionnamment. Là. Puis c'est eux qui fournissent l'acier. On ne peut pas savoir le prix exact, plus un approximatif qui nous a été fait. Là. OK, mais on s'entend que le prix ne pourra pas tripler ou quadrupler. Non. OK. Parce qu'habituellement, on dit à l'occurrence jusqu'à un maximum de, mais là, ça va tourner à l'entour de 400. Là. OK. Le prix peut augmenter, il peut descendre. Mais ça m'étonnerait qu'il descende, là, mais c'est juste une précision. Mais chose certaine, ça ne devrait pas devrait pas dépasser le double de ce qu'on précise là. Non. OK. De toute façon, je pense que ça sera à revoir, mais on s'entend. Je pense qu'on a eu l'assurance qu'on ne donne pas 400 $ et que ça va nous en coûter 2000 ou 3000. Là, on devrait demeurer dans un prix assez représentatif de ce qu'on veut. S'il y a des changements, moi, je les rencontre vendredi. S'il y a des changements, je vous tiendrai au courant. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, j'ai mon proposeur. Est-ce qu'il y a des gens qui s'objectent? Non. Merci. Non. On est rendu au point 11.6, suivi de la démarche MADA à Saint-Edmond-de-Grande-Dame. Alors, c'est moi qui ai demandé à ce que ce point-là soit ajouté. En fait, je veux faire un suivi sur la situation par rapport à la démarche MADA. Je tiens à préciser que nous sommes toujours à la recherche d'aînés de notre municipalité, bien entendu, pour faire partie du comité MADA. Toujours en attente d'une réponse, parce qu'on a fait, avant les fêtes, on a fait une approche au niveau du Club Bel Âge, à savoir si, ils voulaient venir échanger avec nous autres par rapport à la démarche MADA. On voulait, dans le fond, les rencontrer parce que dans la plupart des municipalités, bien entendu, quand on parle d'aînés, on parle de Club Bel Âge, on parle de la FADOC, on parle de ces différentes associations-là. Donc, ce sont principalement ces personnes-là qui sont visées par la démarche. Et comme la municipalité a déposé son programme ou sa façon de faire en décembre pour faire partie de la démarche, donc, au niveau de la MRC, ils sont à recruter une personne qui va nous permettre de soit avoir de la disponibilité pour demander de l'aide financière ou une forme d'accompagnement pour développer nos projets. Mais bien entendu, je vais redire ce que j'ai déjà dit. Si personne ne se présente à vouloir avoir de quoi,
on comprend que l'offre de la démarche MADA est pour les aînés dans la municipalité, mais si les aînés ne nous démontrent pas un certain intérêt à vouloir embarquer ou à vouloir faire des choses, ben, je pense qu'on n'a pas, on va y aller aux besoins des demandes qui vont nous être faites. Je relance encore ma demande. On attend toujours la réponse du Club Bel-Âge qui éventuellement nous avait dit qu'après les fêtes, il nous reviendrait là-dessus. On va fort probablement les relancer éventuellement. Mais l'idée pour la municipalité, le conseil municipal, c'est toujours de pouvoir former un comité pour entrer dans la démarche MADA, pour pouvoir bénéficier éventuellement de toutes sortes de subventions, d'avantages sociaux et d'avantages financiers en rapport avec nos aînés. Puis c'est toujours d'offrir une meilleure vie à nos personnes qui prennent de l'âge, puis pouvoir leur permettre de continuer à être dans la société puis à pratiquer toutes sortes de choses, que ce soit des sports, des activités de toutes sortes, mais au moins d'être intégrés à l'ensemble de notre population. Mais ce n'est pas une obligation, de faire partie du club du Bel-Âge pour adhérer aux démarches MADA. Non, pas du tout. Ça peut être quelqu'un qui est carrément extérieur au comité de Bel-Âge qui décide de s'impliquer dans ça puis qui amène son groupe de gens avec lui. Effectivement. Effectivement, tu as tout à fait raison, Steve. Ça peut être n'importe qui décide de vouloir entreprendre un certain processus par rapport à ça. Et si, je lance le message encore une fois, s'il y a des personnes intéressées, ben, je les invite à communiquer avec les gens à la municipalité, à la direction générale ou quoi que ce soit, de s'identifier, puis on va se permettre je pense qu'on va se permettre de les convoquer, de les rencontrer et de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis c'est quoi leur idée, etc. Puis je pense qu'ensemble, on peut se permettre de créer quelque chose à Saint-Edmond qui va définitivement garder nos gens en forme puis à jour sur toute l'information, puis créer une forme de rassemblement dans toutes les classes d'âge au sein de la municipalité. Parce que ça, ce groupe-là, ça va leur permettre d'avoir des subventions pour faire leur propre activité. Là. Oui, tout en passant par la municipalité, on peut faire certaines demandes, puis même, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est comme en développement. Ouais. Au niveau de la MRC, ils vont entamer la phase 2. Puis, en tout cas, il y a des montants d'argent qui sont associés à ça. Et si je ne me trompe pas, Sylvie, tu me corrigeras, je pense que lorsqu'on fait partie de la municipalité des aînés, il y a comme un montant d'argent qui est réservé, qui s'appelle le prix MADA, un peu comme tous les autres genres de subventions, où on peut faire des demandes. Des demandes. Oui. Puis là-dessus, ben, comme la plupart des municipalités de la MRC de Drummond vont en faire partie, ben, on va pouvoir être aidé justement par les gens à la MRC, des fois pour nous identifier ou pour nous dire, ben, tu sais, telle sorte d'activité, ben, vous pourriez aller à tel endroit pour faire telle demande parce que, bon, c'est le genre d'accompagnement que la MRC va nous donner. Puis je pense que c'est l'intérêt ou l'avantage qu'on a d'en faire partie comme municipalité. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur ce point que je n'ai pas dit ou... Ça va pour moi. Non, tout est beau. Alors, en 12 sujets divers, il y avait comme... Je pense qu'il n'y a rien à préciser. On serait donc rendu à la période de questions. Alors, on a reçu, le conseil tient la séance à huis clos, donc les citoyens sont invités via le site Internet à poser leurs questions par courriel ou par téléphone, mais les questions reçues par courriel ont été répondues, etc. Fait qu'on a reçu des questions par courriel et on a reçu des questions papier directement amenées au bureau municipal. Alors, je vais débuter la période de questions avec les questions provenant de Mme Louisette Demers. Question 1.
Décision et vote lors de séances du Conseil. Conseil municipal à l'article 164 mentionne ce qui suit. 164. Tout membre présent à une séance du Conseil est tenu de voter sous peine d'une amende de 10 $, à moins qu'il n'en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chapitre 3. Tout vote doit se donner de vive voix et sur réquisition, les votes sont inscrits au livre des délibérations du Conseil. Les articles du Code municipal s'adressent à toutes les municipalités du Québec. Donc, je crois qu'il est important de tenir compte de la législation dans vos futures séances. Effectivement, dans le passé, on a déjà demandé le vote. Dans le contexte actuel, à moins que les membres du conseil municipal s'objectent ou quoi que ce soit, lors des séances, on ne demandait pas nécessairement le vote, mais tout le monde avait, chaque conseiller avait droit de lever la main et de s'objecter à un point s'il n'était pas d'accord. Je m'adresse aux membres du conseil. Est-ce que je suis en train de dire n'importe quoi ou c'est le cas? S'il y a quelqu'un qui a une objection là, vous pouvez me le dire. Sinon, ben, je pense que tout le monde a droit de parole lors de la séance ou la période des questions ou les résolutions qui sont passées ou quoi que ce soit. C'est toujours ouvert à la discussion ou aux objections ou quoi que ce soit. Donc, ce point-là étant réglé, je vais passer à la question numéro 2. Au point 6.8 de l'ordre du jour, enseigne numérique, à quel endroit va-t-elle être installée? Pour informer le plus grand nombre de citoyens qui y circulent, ne serait-il pas idéal de l'installer au coin de la route Béliveau et de la route 122? Bon, je considère que c'est une suggestion. C'est certain que tout à l'heure, j'ai dit que bon, ça devait être installé sur le terrain du bureau municipal. L'enseigne n'est pas encore achetée. L'endroit, est-ce qu'il est totalement décidé? Le but, l'idée, c'est, je crois, de faire en sorte que oui, il y ait le plus de monde possible qui puisse l'avoir. Maintenant, les endroits où on peut l'installer, est-ce que le ministère du Transport pourrait nous accepter ou nous contraindre à poser une pancarte lumineuse sur la 122 coin Béliveau? Maintenant, il faut qu'on soit rattaché au niveau de l'informatique, il faut qu'on soit rattaché au niveau de l'électricité. Fait que peut-être que la décision qui a été prise de peut-être la mettre le plus près possible du bureau municipal, c'est que toutes ces facilités-là sont là, raccordées à l'informatique, raccordées à l'électricité. Mais ceci dit, on va prendre le temps d'acheter l'annonce numérique, puis après ça, on verra voir s'il y a des contre-indications, est-ce qu'on la mette au bureau municipal. Je pense que de la mettre au niveau du bureau, du bureau municipal, c'est aussi une forme de créer un certain rassemblement au centre de la municipalité. Je comprends qu'on a des secteurs qui sont un peu plus éloignés, mais probablement qu'après avoir regardé un peu partout dans les autres municipalités, bien souvent, on va retrouver cette enseigne lumineuse-là près du bureau municipal, parce que dans le fond, c'est la tâche qui est là. C'est un petit peu la réponse que j'ai à donner là-dessus concernant l'enseigne lumineuse. La troisième question, point 9.1 de l'ordre du jour, achat de bacs roulants pour collecte organique. Lors du dépôt du budget 2022, l'utilisation des bacs pour les déchets organiques était présentée comme un projet à l'étude. Je n'ai pas vu passer le règlement sur le dit sujet. 3.1. Est-ce logique que la résolution permettant l'achat de ces bacs arrive en même temps que le Conseil ait statué sur le sujet? Bon, le Conseil a statué sur le sujet, oui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ben, si on veut réagir quelque part, il faut qu'on prenne les devants un peu parce qu'on parle de peut-être 120 jours de livraison. Donc, effectivement, on a statué sur le sujet. Mais le règlement peut venir par la suite, il n'y a pas de problème. En mars. En mars, effectivement, en mars,
On n'aura pas encore fait l'acquisition des bacs, puis le règlement va pouvoir être disponible à ce moment-là. En 3.2, Mme Demers pose la question, quand prévoyez-vous accepter le règlement? Régissant, bon, ça va être fait en mars. Elle parle aussi du coût d'achat pour les citoyens. On a conclu qu'il n'y aurait pas de coût d'achat pour les citoyens. Et la fréquence de la collecte des déchets organiques, est-ce qu'elle va être disponible, Sylvie, sur... Oui, le calendrier, vous venez de l'adopter. C'est bien sûr qu'on va devoir attendre que les bacs arrivent. Là, avec OK. le COVID a le dos large, des fois, ça tarde un petit peu, là, mais ça devrait suivre ça. Là, OK. si Donc, tout va bien. Tout ça, quelque part, dans le cours du mois de mars, bien, on devrait avoir toutes ces réponses-là. Mais une réponse que je peux vous donner, c'est qu'effectivement, il n'y aura pas de frais pour les citoyens pour l'achat du bac. Il va être fourni par la municipalité. Puis je pense en même temps que tu me poses la question pour le calendrier, je pense que ce serait prudent de ne pas le mettre tout de suite, puis d'attendre de savoir vraiment qu'on va, pour pas mêler les gens, là, tu sais, parce qu'au cas où que ça retarde, ben là, ça va être décalé. Donc, on va attendre vraiment de savoir la date de livraison avant de changer de calendrier. Là. Très bonne idée. C'est pas ce que vous en pensez, oui, OK. Très bonne idée de donner le calendrier quand on sera assuré que ça va être le bon et le vrai et celui qui va être là pour tout le temps. Exact. OK. À la question 4, séance du Conseil, période de questions dans le procès-verbal de la séance du 15 décembre dernier, tenue à 20h01. Il est mentionné ce qui suit. Une période de questions est mise à la disposition de l'assistance pour une durée maximale de 15 minutes. Donc, Monsieur le maire, la municipalité ayant déjà adopté le règlement 321-2017 qui fixe la durée de la période de questions à 30 minutes, pourquoi le règlement n'a-t-il pas été respecté? Bon, c'est effectivement une coquille qu'il y a eu dans l'ordre du jour et dans le procès-verbal. Effectivement, on donne toujours au moins 30 minutes. Et à ce que je sache, quand on dit pourquoi le règlement n'a-t-il pas été respecté, je ne me souviens pas qu'on ait coupé une période de questions sans avoir répondu à toutes les questions. Je pense qu'habituellement, dans toutes les rencontres, on se fait un devoir de répondre aux questions des citoyens, même si des fois la question est posée 2 puis 3 fois. Je pense qu'on se donne la peine des fois d'apporter des rectifications ou d'apporter des choses en plus pour s'assurer que nos citoyens aient bien la bonne réponse à leurs questions. Point 5. Si je ne me trompe pas, Richard, le 15 décembre, c'était une assemblée spéciale? C'était Oui, pas le Pour le conseil? budget. Non, c'était l'assemblée du budget. Donc, il y en avait une à 7h30 puis l'autre à 20h. Oui. Ça fait que la première séance, je pense que de donner 30 minutes alors qu'elle avait la durée totale était de 30 minutes. Mais à ce que je me souvienne, on a fait la séance. On a répondu aux questions. On a répondu à toutes les questions. Fait que, bon, on va considérer que normalement, c'est 30 minutes, puis que normalement, on se permet de répondre à toutes les questions, sauf si, à un moment donné, il y a exagération. Au point, question 5, procès-verbal du 7 décembre 2021. À la lecture du procès-verbal au paragraphe sur le quorum, j'ai remarqué qu'une erreur s'était glissée en inscrivant sous la présidence de M. le maire Richard Kirouac, alors que celui-ci était remplacé par le maire suppléant Christian Lupien. Effectivement, c'est une erreur qu'il y a eu, c'est une coquille, mais le procès-verbal a été adopté tel quel. Je ne crois pas que ça puisse causer énormément de problèmes, donc on en prend... Bonne note. On en prend bonne note, mais malheureusement, ça va demeurer comme ça. Question 6. Cours d'eau Lannoy, branche 3. Dans le même procès-verbal, au point 9.2, la résolution numéro 016-12-2021, au deuxième attendu que, il est stipulé. 9.2, MRC de Drummond. Demande formelle d'intervention dans la branche 3 du cours d'eau Lannoy. Résolution numéro 016-12-2021, attendu que la branche 3 du cours d'eau Lannoy est sous la compétence de la MRC de Drummond, attendu la demande formelle d'intervention dans un cours d'eau
soumis par la municipalité de Saint-Edmond-de-Grande-Dame en date du 30 novembre 2021. Attendu que l'analyse sommaire de la MRC Drummond émet une recommandation favorable à l'égard de cette demande, sur proposition de M. Samuel Lenoy, est résolu à l'unanimité d'émettre une recommandation favorable quant à la demande d'intervention dans un cours d'eau sur la branche 3 du cours d'eau Lanois. Je me questionne sur le fait que c'est la municipalité qui en fait la demande, alors que cette branche est située sur la propriété de M. Samuel Lanois, conseiller municipal. De plus, il est le proposeur de cette résolution. Alors, entre parenthèses, souligner apparence de conflit d'intérêts. Bon. Oui, la municipalité peut faire ce genre de demande-là et M. Lanoy nous spécifie que, effectivement, la branche 3, qui s'appelle branche 3 du cours d'eau Lanoy, la problématique qui se retrouve n'est nullement sur la propriété de M. Lanoy. Donc, je ne vois pas la forme de conflit d'intérêt qu'il pourrait y avoir là. À la question 6.1, qui devra payer la facture pour cette intervention dans la branche 3, la population ou les propriétaires concernés? Donc, actuellement, je ne pense pas que cette intervention-là ait été faite malgré qu'elle nous ait été soulignée par la MRC. Mais de toute façon, ce n'est pas la population de Saint-Edmond qui va avoir à défrayer cette facture-là. Ça va être le propriétaire concerné qui va devoir assumer les frais qui vont être en rapport avec les travaux qui devront être effectués. À 6.2, est-ce que la procédure d'intervention sur les cours d'eau verbalisés sera appliquée dans ce dossier, incluant le règlement de taxation pour le ou les usagers concernés? Oui, c'est ce que je viens de vous répondre. Alors, c'est tout pour les questions de Mme Demers. Maintenant, je vais passer à la deuxième personne qui nous a envoyé des questions, c'est-à-dire Mme Joanne Labbé. Question 1. Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAN. Au printemps 2021, le gouvernement du Québec a annoncé une subvention à toutes les municipalités de 5 000 habitants et moins dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux PRABAN. Elle pose la question, quel montant a été confirmé à notre municipalité en juin 2021? Alors, le montant qui a été confirmé à Saint-Edmond-de-Grande-Dame est de 75 000 $. Quelles catégories d'infrastructures et de travaux sont admissibles selon les critères établis de cette subvention? Donc, je confirme que tous les bâtiments sont admissibles, tous les bâtiments municipaux sont admissibles à cette subvention, sauf les bibliothèques. Donc, tout travaux qu'on pourra faire à la bibliothèque ne peut pas être couvert par le PRABAN. Question 2. Programme triennal en immobilisation 2022-2024. On retrouve un montant projeté de 100 000 $ pour des rénovations à la bibliothèque Maison des jeunes aînés. Sa question est, quelles sont ces rénovations prévues? Bon. Comme on l'a dit, le plan triennal, c'est un budget. C'est des prévisions, c'est des choses qu'on va peut-être faire, mais qu'on n'a pas nécessairement dépensé. Actuellement, on est en voie d'avoir une rencontre avec le comité de la bibliothèque, quelque part au mois de février. Donc, eux vont pouvoir nous donner, parce qu'il y avait déjà des demandes, ou du moins des choses qui avaient été dites lors de leur rapport de fin d'année. Donc, on va les rencontrer, puis on va s'assurer qu'ils ont des besoins. Et s'ils ont des besoins, bien, on a probablement prévu des montants d'argent pour ce genre de type de travaux-là. Mais pour l'instant, je ne peux pas nécessairement vous dire quels projets, quels travaux, quelles choses vont être faites. On va devoir rencontrer le comité de la bibliothèque pour connaître les besoins dans un premier temps. Qu'est-ce que la Maison des jeunes aînés? Pouvez-vous élaborer sur les activités y étant offertes? Dans le fond, à cette question. On t'entend plus, Richard. Yves. Richard a gelé. Bon, OK, il est revenu. On a brisé, M. le maire. Attendez un petit peu. Vas-y, on t'entend. Oui, Oui, on t'entend. C'est correct. OK.
Alors, est-ce que vous avez entendu la dernière question? Qu'est-ce que la maison Oui. des jeunes aînés Oui. pouvait... Bon, dans le fond, pour élaborer, mais on n'est pas encore rendu à cette étape-là. Il y a des personnes du comité qui vont rencontrer les gens de la bibliothèque dans le mois de février. On va essayer de faire un topo de tout ce qui peut être demandé, etc. Mais dans le fond, le but de les rencontrer, c'est d'essayer de connaître les besoins pour essayer d'aller explorer toutes les possibles subventions qu'on pourrait avoir pour aller justement faire des demandes pour, comment je dirais bien, répondre à tous les besoins de toutes les gammes d'âge de notre population. Tu sais, ça va des plus vieux jusqu'aux plus jeunes, mais on ne veut pas en oublier. Fait qu'on veut ouvrir ça le plus grand possible, mais je pense que les gens de la bibliothèque sont à même de peut-être nous donner un peu plus d'informations parce que, bon, à la bibliothèque, ils reçoivent autant les plus jeunes que les plus âgés. Donc, je pense que c'est une bonne partance pour nous de communiquer avec eux autres et de voir quels pourraient être les projets futurs qu'on pourrait faire avec la bibliothèque et en même temps, ben, voir à ce que ce fameux budget-là de 100 000, bon, s'il faut le dépenser, on le dépensera. Puis s'il n'y a pas de besoin, ben, comme on l'a toujours dit, c'est un plan triennal, ce n'est pas des dépenses, c'est des prévisions. Je suis rendu à la troisième personne qui a envoyé des questions, c'est-à-dire M. Rénal Girard. On va y aller avec une quantité de M. Girard à 13 questions pour le conseil municipal. Attendez un petit peu. Je vais sortir mes petites notes pour aller avec les questions. Alors, question pour l'Assemblée du Conseil du 1er février, la municipalité de Saint-Almond-de-Grande-Dame. Question 1. Allez-vous enfin appliquer le règlement sur la tenue des séances du Conseil, article 7, pour la période de questions, contrairement à ce que vous ne faites pas depuis plusieurs années? En fait, c'est un peu en rapport avec la question que Mme Demers posait tout à l'heure sur le temps et les questions. Bon, pour répondre à M. Girard, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas fixé de temps. Malheureusement, il y avait une coquille dans ce fameux procès-verbal-là, mais on a l'habitude, je pense, dans les dernières années et tout le temps, de répondre à toutes les questions que les citoyens nous posent. Point 2, c'est question 2. Vous avez en principe un nouveau code de déontologie. Allez-vous le respecter plus que l'ancien? Alors là-dessus, aucun commentaire à faire à ce sujet. Question 3. À la séance du Conseil sur le budget 2022, j'ai posé une question sur le plan triennal où il était prévu 31 800 pour les bacs bruns. Vous m'avez répondu vaguement qu'il y avait des discussions et des pressions de la MRC, mais qu'il n'y avait rien de décidé vu que nous n'avions pas le budget détaillé, nous ne savions pas que vous aviez déjà prévu la collecte pour 2022, soit approximativement 10 000 $. Pourquoi ne pas l'avoir dit clairement aux citoyens qui n'ont pas été consultés sur le sujet? Alors, à cette question-là, la question 3, je vous répondrai que ce genre de décision-là, je pense que c'est la responsabilité du conseil municipal de prendre ces décisions-là. D'une part, il y a l'obligation de la part des instances gouvernementales qui poussent de plus en plus à ce qu'on se retrouve avec une collecte de compost. Je pense qu'il y avait comme des dates peut-être de 2025 qui étaient un deadline pour le faire. Si on ne le fait pas, ben, financièrement, on peut être comme exclu de certains retours, de certaines subventions. Donc, la municipalité, le conseil municipal, en fait, a pris la décision d'aller de l'avant avec ça, puis de prendre la décision avant d'être obligé de le faire éventuellement, puis d'être pris, puis de peut-être fort probablement manquer des bonnes opportunités. Fait que c'est la raison pour laquelle, au point 9.1, on a décidé d'aller avec l'UMQ pour faire l'acquisition de nos bacs.
et éventuellement à l'automne, ou pas à l'automne, mais au printemps ou à l'été prochain, bien, mettre en place la cueillette du compost. Je suis rendu à la question 4. Séance sur le budget 2022, j'ai posé une question sur le préau, 300 000 prévus. Et vous m'avez dit que probablement les citoyens seraient consultés. Vous n'en parlez plus. Savez-vous qu'une grande partie des citoyens n'en veut pas, car cette dépense ne servira que quelques fois dans l'année. Cet argent pourrait servir au développement domiciliaire qui, lui, serait rentable et redonnerait vie à la municipalité. Alors, à la question 4, je pourrais répondre que, bon, c'est une opinion, mais encore une fois, c'est la responsabilité du conseil municipal de prendre ces décisions-là. Je pense que le conseil est assez grand et est assez raisonnable pour prendre les bonnes décisions lorsque ça doit s'appliquer. Est-ce que je devrais ajouter quelque chose là-dessus? Non, OK, c'est bon. À la question 5, j'ai déjà posé la question à plusieurs reprises, mais sans réponse concrète. Où est votre plan d'affaires pour ce préau? Combien de fois par an va-t-il servir et à quelle fin? Allez-vous tuer par la même occasion nos 2 seuls commerces existants à Saint-Edmond, c'est-à-dire le marché aux puces de la 122 et le marché de légumes du rang 8? Pour information à toute la population, je vous rappelle que le préau, c'est toujours une prévision, puis il n'y a pas encore de dépense qui est faite. Encore une fois, je vais répéter que c'est la responsabilité du conseil municipal de voir à ce que ce genre de projet-là soit mis en marche ou non. Puis, pour le bénéfice des citoyens, bien, la municipalité a fait une demande à Proximité. Proximité est une subvention qui est donnée par le MAPAC et une des principales la condition importante pour être admissible à cette subvention-là, ben, c'est justement de mettre en valeur et d'encourager notre commerce local. Donc, quand on parle du maraîcher du 8e rang ou de tout autre commerce à Saint-Edmond, le but de vouloir demander à Proximité une subvention qui pourrait nous permettre de construire le préau, ben, c'est justement pour mettre de l'avant tous nos commerces locaux, puis d'encourager localement, et de faire en sorte de faire un lieu de rassemblement de cet endroit-là, tout en accommodant nos commerces locaux qui voudront bien s'y prêter. Question 6. Vous avez déjà investi 200 000 dans l'aménagement paysager en face de l'hôtel de ville. D'ailleurs, d'après le contremaître qu'a fait cet aménagement, vous allez briser pour près de 50 000 de cet aménagement inutilement, plus 100 000 pour la démolition de l'église et 300 000 pour un préau, donc près de 600 000 au total. Attendu que ce préau ne servira à presque rien, il aurait été plus sage de mettre cet argent sur l'église qui aurait servi régulièrement. Bon, encore une fois, je vous dirais que le préau fait partie du plan triennal. C'est un projet, c'est des décisions que le conseil municipal va prendre. Il va les prendre en fonction de toute l'information qu'il va pouvoir recueillir et puis va toujours prendre ces décisions-là dans l'intérêt de l'ensemble de nos citoyens. J'ai bien dit l'ensemble de nos citoyens. Sur ce, je vais passer à la question 7. Pourquoi votre priorité n'est pas le développement de la nouvelle rue, ce qui rapporterait beaucoup de nouvelles taxes
pour la municipalité. J'étais à la question 7. Alors, en fait, le développement domiciliaire est au cœur de nos priorités à Saint-Edmond, ou du moins au niveau du conseil municipal. Je pense que c'est une priorité pour nous de faire en sorte de pouvoir accueillir de nouveaux résidents dans notre municipalité. Donc, on sait très bien qu'il n'y a pas énormément d'endroits restants pour pouvoir construire des maisons. On sait qu'il y a un développement domiciliaire qui est visé depuis plusieurs années. Donc, pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, le conseil l'a à cœur. C'est pour cette raison qu'on a formé un comité interne au niveau du conseil municipal, dont Mme Marie-Claude Durand fait partie, M. Austin Lévy, M. Robert Corriveau, Mme Sylvie Vien et moi-même. On a déjà eu des rencontres avec certains promoteurs et ça va de l'avant. Et au cours d'année 2022, on compte bien avancer le plus possible dans ce dossier-là. Donc, c'est une réalité pour nous à Saint-Edmond. Plus on peut accueillir de résidents, plus on pourra offrir de services, plus on sera de monde pour payer des taxes, puis plus on aura de plaisir à vivre en société avec toute la population. Je suis rendu à la question 9. Non, 8. 8. 8, excusez. Avez-vous une nouvelle politique municipale pour faire des stationnements sans frais pour les propriétaires, puisque c'est cela que vous avez fait avec la Fondation Grantham? Vous avez aménagé 5 ou 6 stationnements sur le terrain de la ville et tout a été payé par la municipalité. Pourquoi de plus ces travaux qui, 2 endroits totalisant 25 000 $ et vous n'avez pas fait faire de plan d'ingénieur, contrairement à la loi? Vous avez même fermé des fossés, peu ou pas dangereux, puisque l'autobus scolaire qui s'est enlisé l'avait fait dans la première courbe et cette courbe n'a pas été fermée. Pourquoi? Bon. C'est une opinion de votre part, là, et je vais le répéter parce que je pense d'avoir déjà répondu à cette question-là. Effectivement. Le conseil municipal a décidé d'agir sur cette rue-là. Question sécurité. Il n'y a aucun stationnement qui a été fait là. On n'a fait que remplir les fossés pour éviter que les gens puissent s'enliser. Donc, c'est la décision du conseil. Puis à votre question, est-ce qu'il y a eu des... Je suis à la question 9 ou à la question 8? Non, c'est la question suivante, OK. Question 8. Donc, à la question 8, c'est fait, je pense. À la question 9, qui a fait les plans de fermeture des fossés? Attendez un peu, M. le maire. Oui, pour la question 8, là, OK, ce qu'on voit présentement, là, ça se trouve être la partie qui a été remblayée ou est-ce qu'il y a toute la jonction des tuyaux qui sont là présentement? C'est le fait que cette partie-là, elle a été fermée. Puis, les propriétaires de la fondation ont payé leur déneigeur pour ouvrir entre leurs deux entrées. C'est leur initiative à eux. Puis, ce qu'on a entendu, c'est face à la fondation, c'est que ça donnerait l'opportunité aux gens qui vont se stationner que ce soit moins dangereux de tomber dans le fossé. Mais il n'a aucunement été sujet de faire un stationnement. Mais si on regarde présentement, c'est que ça a été déneigé. Ça donne l'aspect d'un stationnement, mais c'est leur initiative à eux de payer le déneigeur pour ouvrir entre les deux. Oui, c'est le terrain de la municipalité, là, mais c'est eux qui ont payé pour ouvrir entre leurs deux terrains, là, de déneiger entre les deux terrains. Enfin, ça donne l'aspect d'un stationnement, mais il n'y a aucunement sujet d'avoir fait un stationnement là. Partout où est-ce que le fossé est fermé, les gens pourraient déblayer puis ils pourraient se stationner là s'ils voudraient. Là. Mais il n'y a personne qui déneige. Eux ont pris l'initiative de déneiger parce qu'ils ont la possibilité de le faire, puis c'est entre leurs deux entrées de cours. Effectivement, vous avez tout à fait raison, M. Courchaine. Merci
voyons, comment on dit ça? Merci de Précision. des précisions en rapport avec ça, mais effectivement, comme on l'a déjà spécifié, l'idée de départ, c'était de sécuriser l'endroit, c'était pas de faire des stationnements. Ben, où est-ce qu'il parle que l'autobus, moi, je n'ai pas entendu parler qu'il y avait un autobus qui s'était enlisé là. Mais il n'y a pas eu de plainte, rien qui. Bon. Mais en l'espace de 5 ans, il y a toujours bien 6 personnes qui sont tombées dans le fossé en face de la fondation. Ben, c'est ça. Mais l'autobus, je n'ai pas entendu parler. Bon, Puis, tu veux passer au on point sait 9. très bien que l'hiver, lorsque le déneigeur passe, comme il n'y a pas nécessairement d'endroit, ben, il passait la gratte, puis dans le fond, il faisait en sorte que la rue était comme dans le fossé, mais dans le fond, tu étais rendu dans le fossé. Fait que c'est la raison pour laquelle... passait au-dessus du fossé. Ça gratte passait au-dessus du fossé. Fait qu'il y avait un risque d'enlisement. Bon. En tout cas, de toute façon, je pense qu'on n'aurait pas à revenir sur ce point-là, parce que je pense que ça fait une couple de fois qu'on se fait poser la question. Oui. On ne peut pas donner d'autres réponses que ce qu'on vient de donner là, puis ce qu'on a déjà donné. Vous me permettez de passer à la question 9? Oui, monsieur. Assurément. Qui a fait les plans de fermeture des fossés de la rue Blanchard? Je pense qu'on a déjà donné la réponse lors de la dernière séance. Il n'y en a pas eu de plans qui ont été faits par qui que ce soit. On s'est, dans le fond, basé sur la façon de faire en respectant notre règlement lorsqu'on ferme un fossé, de la grosseur de la tuyauterie, etc., pour éviter qu'il y ait des débordements ou des choses du genre. Donc, on y est allé avec le règlement puis les obligations de la municipalité, les mêmes que si un citoyen décidait de fermer le fossé devant chez lui, ben on lui dirait, oui, tu peux le faire à tes frais, mais il va falloir que tu le fasses de telle façon. C'est là-dessus qu'on s'est basé, donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas demandé de plan. Question 10. Pourquoi vous n'avez pas respecté l'historique des travaux à Saint-Edmond pour la fermeture des fossés? Pourquoi aucune facture pour les tuyaux n'a été envoyée à la Fondation Grande-Terre? Bon, la question de l'historique, je ne comprends pas trop c'est quoi l'historique des travaux à Saint-Edmond, mais la raison pour laquelle il n'y a pas eu de facture d'envoyer à la Fondation Grande-Dame, c'est que la Fondation Grande-Dame n'a jamais rien demandé à la municipalité. Est-ce que je me trompe lorsque je dis ça? C'est la municipalité qui a décidé d'assumer ces travaux-là, question de sécurité. Fait qu'on n'avait pas envoyé une facture à la Fondation Grande-Dame. Ils ne nous ont jamais rien demandé. Fait que c'est la réponse à la question 10. Encore une fois, il faut comprendre qu'en face de la Fondation, c'est où est-ce que tous les tuyaux se joignent ensemble. C'est pour ça que c'est fermé sur ce coin-là. OK. Puis, on s'entend que question de sécurité, en fermant un côté, ben, oui, l'autre bord devenait peut-être un peu vulnérable. Puis même, je me demande si l'autre côté n'était pas encore plus profond que le côté droit quand on s'en va dans la rue. Oui. Donc, on s'en remet au fait que ces travaux-là ont été faits question de sécurité pour nos citoyens et les gens qui passent dans la rue. Et moi, M. le maire, si vous me permettez, là, je dirais juste qu'ils ont été faits en très bonnes conditions. Effectivement, on les a fait, comme vous disiez, comme on disait tout à l'heure, selon les normes qu'on exigerait à tout citoyen qui déciderait de fermer le fossé devant chez lui. Alors, on va passer à la question 11. J'imagine que je dois bien être rendu à 30 minutes passées. Question 11. Ouais. Je t'en fais de faire proposition de lever l'Assemblée. Non, ben, t'en restes trois. J'en ai encore 3, je vais les faire. Ouais. Les travaux de la fonderie sont terminés ou presque. Avez-vous fait une réclamation fédérale pour les dommages faits à la chaussée du 10e rang? Bon, à cette question-là, ben, écoutez, il y a toujours eu des démarches et des communications faites avec les instances gouvernementales du côté fédéral en rapport avec l'ancienne fonderie. Ce qu'on sait, c'est, Mme Sylvie, vous pourrez me corriger, je pense qu'on a eu récemment, à l'automne, des communications avec eux, mais ils nous ont précisé que les travaux n'étaient pas totalement finis. C'est ça. Donc, ça ne valait pas la peine de rien faire pour l'instant, mais c'est un dossier qu'on suit de près. On suit.
Ouais. Lorsque tout va être terminé, ben, le conseil municipal, la municipalité va faire ce qu'ils ont à faire avec les instances gouvernementales du fédéral. Puis on va voir à ce que tout soit corrigé et que le 10e rang redevienne, dans la mesure du possible, ce qu'il a déjà été, ou du moins, en tout cas, mieux qu'il l'est actuellement. Question, ça c'était la question 11. Oui. Oui. Question 12. Dans le plan triennal pour 2023, vous prévoyez 100 000 $ pour la bibliothèque, Maison des aînés. Avez-vous sorti cette idée de votre chapeau? On n'en a jamais entendu parler. C'est quoi ça? Bon, je pense que ce n'est pas une question, je pense que c'est plus un commentaire, mais on en a discuté tout à l'heure à la question de Mme Labbé, je pense. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on est passé au travers le sujet tantôt, fait que je ne reviendrai pas là-dessus, là, je vais faire du réchauffé. Je vais aller à la question 13. Ma dernière question. Pourquoi on paye encore plus de 50 000 $ à Drummondville pour des services qu'on n'a pas? Les calculs qui ont servi à facturer Saint-Edmond sont faux, mais vous n'êtes pas capable de les expliquer. Allez-vous comprendre qu'on s'est fait avoir et faire des représentations à Drummondville pour corriger cette situation? Demandez donc à la nouvelle DG de vérifier ce dossier. Peut-être sait-elle compter mieux que vous. Oh. Mon aide est toujours sur la table pour ce dossier. D'ailleurs, j'aurais attendu à ce qu'il vienne se présenter au mois de novembre à la table du conseil, mais bon, il n'a pas fait. Je pense que ça fait 6 ou 7 fois que je réponds à cette question-là. Plus proche de 10. Proche de 10, bon, merci, monsieur Lupien. Je ne sais plus quoi répondre parce que dans le fond, la réponse, je l'ai donnée, puis peu importe le nombre de fois que vous allez poser des questions, vous allez toujours avoir la même réponse. Fait que, il va falloir vous résigner, cher M. Girard. Alors, je pense que ça fait le tout pour les questions. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut proposer la levée de l'Assemblée? Je vais le faire. Monsieur Viens. Lupien, merci. Alors, je vous remercie de votre attention, chers citoyens, chers membres du Conseil. Merci beaucoup pour cette agréable séance et on vous donne rendez-vous au mois de mars. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Enregistre toujours.